Bonjour à tous, c'est Augustin du site monindépendancefinancière.net. Aujourd'hui donc, je vais vous lire un petit résumé du livre Pouvoir illimité de Tony Robbins. Donc, Tony Robbins a écrit ce livre en insistant surtout sur la PNL, la programmation neurolinguistique, qui pour lui est une méthode incroyable pour se diriger vers le succès dans sa vie. Donc au début de son ouvrage, Tony Robbins définit ce qui est pour lui la réussite avec une citation de Ralph Emerson, poète et philosophe américain. Rire souvent et beaucoup, mériter le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, apprécier la beauté, trouver ce qu'il y a de mieux dans les autres, laisser derrière soi un monde meilleur, voilà la réussite. Réussir, c'est d'abord devenir plus efficace. Anthony Robbins détaille dans son premier chapitre les recettes pour atteindre cette réussite. Cela passe par un développement personnel, affectif, psychologique, spirituel, intellectuel et apporter un supplément à nos contemporains. Il est très important que le pouvoir que donne la réussite soit aussi tourné vers les autres. Durant les siècles passés, le pouvoir était héréditaire, monarchique. Par la suite, il s'est appuyé sur le capital. Aujourd'hui, le pouvoir appartient à celui qui détient l'information et la possibilité de la transmettre. Cette information, même si elle est essentielle, ne suffit pas, il faut y rajouter l'action. Sans désir d'agir, les connaissances et le pouvoir conférés par l'information seront perdus. Toutes les personnes qui sont parvenues à changer le monde, J.F. Kennedy, Martin Luther King, Gandhi, communiquaient mais avaient un projet pour l'humanité. Pareillement à Hitler, à l'autre extrémité du spectre. Chacun doit se fixer un objectif et il est indispensable de se motiver soi-même pour se mettre en action. De la même façon, chacun peut se créer un état dépressif, soit parce qu'il y trouve un avantage, on va s'occuper de lui, on va le plaindre, soit par habitude, on pense que rien ne peut réussir. Anthony Robbins compare cette phase de décision au travail d'un metteur en scène. C'est lui qui décide s'il veut attendrir, faire rire ou faire peur. Voici 2 étapes pour réussir. Se fixer un but et agir, évaluer les résultats de son action et l'adapter à son objectif. Un exemple de détermination. Steven Spielberg, qui a toujours rêvé d'être metteur en scène, a rencontré lors d'une visite au studio Universal un scénariste avec lequel il a échangé. Le lendemain, il est entré dans les studios comme s'il y travaillait, s'est installé dans une caravane abandonnée et pendant plusieurs mois a rencontré des scénaristes, des techniciens, jusqu'à ce qu'on accepte de voir un de ses essais. Il savait ce qu'il voulait, a agi en conséquence et s'est adapté. Un des thèmes des séminaires organisés par Anthony Robbins s'intitule « De la peur au pouvoir ». C'est tout l'objet de son enseignement. Un des résultats extrêmes de ces stages est de faire marcher ses élèves sur des charbons ardents. En poussant sa volonté, tout le monde peut réussir. La peur a été dépassée et la volonté est plus forte que l'appréhension. Voici les 7 mécanismes du succès. La passion. Tous les personnages qui ont réussi ont en commun cette énergie qu'est la passion. La conviction. Alliée à la passion, la conviction permet la réalisation. La stratégie. C'est le chemin qu'on doit faire suivre à notre passion et à notre conviction pour réussir. Les valeurs. Ce sont les jugements moraux ou éthiques qui comptent pour nous et que nous ne pouvons pas occulter. L'énergie. C'est le moteur de la réussite. L'inertie ne mène à rien. Le besoin de se lier. Si l'on reste seul dans son coin, nos idées de génie demeurent sans résultat. La communication. C'est le plus apporter à nos idées géniales, les partager, c'est les améliorer. Le but de ce livre est de transformer l'homme ordinaire en homme qui réussit. Votre état d'esprit peut tout changer. On connaît tous des personnes handicapées qui se battent pour faire de leur infirmité une réussite. Julio Iglesias, à 20 ans, ne devait plus jamais marcher à la suite d'un accident. Pendant sa convalescence, il a commencé à chanter et sa volonté a fait le reste. La volonté de s'en sortir, c'est le détail qui fait la différence entre 2 personnes qui possèdent des talents équivalents. C'est là où la PNL, programmation neurolinguistique, intervient. La PNL étudie la manière dont les individus communiquent avec eux-mêmes et permet de modifier et d'ajuster leur comportement. John Grinder et Richard Bandler, qui sont à l'origine de la PNL, ont établi des modèles d'individus qui ont réussi dans leur domaine, puis ont analysé leurs méthodes de réussite. Le but de la PNL est de reproduire ces méthodes pour amener d'autres individus à un succès similaire. Pour Anthony Robbins, l'imitation est la voie royale de la réussite.
Le nombre de best-sellers concernant le développement personnel démontre bien le désir de beaucoup d'entre nous de tenter d'imiter ceux qui ont réussi. Bandler et Grinder ont déterminé 3 types d'actions physiques et mentales pour réussir une bonne imitation. La croyance. On croit qu'on est capable ou incapable d'accomplir quelque chose. L'organisation de la pensée. Il suffit de savoir ce que l'on veut pour orienter sa pensée dans un sens favorable. La façon de se tenir. La physiologie est primordiale pour orienter l'état mental vers ce qu'on souhaite. Anthony Robbins précise que l'imitation ne sert à rien sans une réelle volonté d'agir. Comprendre son propre état d'esprit permet de modifier son comportement. Cet état d'esprit est généré par le ressenti que provoquent les événements extérieurs. Le cerveau fait le tri dans ses expériences et ne conserve que ce qui est ou sera important. Pour atteindre son objectif, il faut rejeter les signaux négatifs venus de l'expérience. Il existe 7 croyances créatrices qui peuvent se révéler très puissantes. L'auteur évoque le cas de Pablo Casals, âgé de 90 ans et très handicapé. Le grand musicien avait besoin, chaque matin au réveil, de se mettre au piano pour pouvoir revivre normalement, marcher, déjeuner et se sentir bien jusqu'au soir. Il croyait en la puissance de son art et cela influait sur son état physique et mental. Les exemples de l'influence de l'esprit sur le corps humain sont nombreux, à commencer par l'effet placebo. Un médicament sans efficacité peut soigner si le malade en est convaincu. Il existe plusieurs moyens de favoriser la croyance. L'environnement. On peut se forger un idéal en s'inspirant des résultats des autres. On essaye de les imiter. L'expérience. On analyse des situations déjà vécues et on tente de les reproduire ou de les améliorer. La connaissance. L'expérience personnelle ne suffit pas, il faut aller chercher ailleurs de nouvelles informations. L'anticipation des résultats. C'est s'imaginer une situation future comme si elle se réalisait immédiatement. Que ferait-on ? Comment réagirions-nous ? Abraham Lincoln a perdu 23 élections avant d'être élu président des États-Unis. C'est sa détermination à croire que ça allait fonctionner qui lui a finalement permis de réussir. Détaillons les 7 axes de la création. Tirer un avantage de toute situation. Qu'elle soit favorable ou défavorable, chaque situation peut être exploitée de manière positive. Prenons l'exemple de Marilyn Hamilton, PDG d'une affaire florissante qui conçoit des fauteuils roulants, affaire créée suite à un accident de montagne qui l'a laissé paralysé. Nier l'échec. Seul compte le résultat. L'échec n'est qu'une expérience formatrice. Edison a échoué un nombre incalculable de fois avant de créer l'ampoule électrique. Après chaque échec, il disait « J'ai découvert une nouvelle façon de ne pas réaliser une ampoule. Si vous ne réussissez pas, il faut vous y prendre autrement. » Assumer sa responsabilité. C'est une preuve de maturité et de niveau de pouvoir d'un individu. En restant responsable, on reste maître des événements et on peut les modifier si besoin. Apprendre ce qui est indispensable. Pour mener à bien un projet, il n'est pas nécessaire de connaître par le menu tous les détails de ce projet. Il faut avoir conscience de ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est pas. Croire en l'homme. La plus grande force des winners est la collaboration avec les autres. Le respect des individus est une obligation. L'esprit d'équipe permet d'agir, pas de réussite sans cohésion. Aimer son travail. Si vous faites un travail qui vous plaît, vous êtes dans une spirale de succès. Vous réussissez et vous améliorez vos performances. S'engager. L'engagement est la pierre angulaire de la réussite. Pour cela, il faut s'investir tout entier. La ballerine russe Anna Pavlova disait « Suivre sans relâchement un but, c'est la clé du succès. » Le cerveau peut être dirigé grâce aux émotions. De nombreuses psychothérapies utilisent les émotions comme point de départ de tout traitement. Il suffit avec ces méthodes de faire ressortir les émotions négatives pour s'en débarrasser et rendre les patients sereins. Cette approche psychanalytique est longue et fastidieuse. La PNL préconise une toute autre chose. Le fait de se remémorer des émotions désagréables peut continuer à maintenir un état dépressif. Le cerveau fonctionne comme un jukebox qui aligne des morceaux différents et peut les ressortir à la demande. C'est la représentation interne. Pour cela, il faut se baser sur l'expérience humaine et les 5 sens appelés par Anthony Robbins modalités. Visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive, gustative. Chaque modalité se décompose en sous-modalités, couleur, luminosité pour la vue, douceur, chaleur pour le toucher, etc. Cette représentation interne peut être associée, vous vous représentez vous-même dans l'image que votre esprit a formée, ou dissociée, vous voyez l'image de l'extérieur. L'originalité de la PNL réside dans le fait qu'elle donne les moyens de diriger son esprit pour créer l'état souhaité. Il faut donc identifier un état d'esprit que l'on souhaite modifier, créer une image de cet état
et parallèlement une image de l'objectif à atteindre, puis les superposer. Dès que l'image du but à atteindre a complètement occulté l'autre, prononcez avec enthousiasme le mot « ouf » jusqu'à ce que l'image négative ait disparu. Cela peut sembler simpliste, mais Anthony Robbins affirme que c'est efficace. Il nomme cette expérience « effet ouf », switch en anglais, ou la méthode du coup de fouet. Savoir diriger son cerveau, c'est être maître de sa vie. Dans le langage oral comme écrit, la syntaxe est essentielle. En changeant la place des mots, les phrases prennent un sens différent. Il en va de même pour le mental. Si l'on veut imiter les individus qui ont réussi, il faut imiter leur stratégie syntaxique. Pourquoi certains élèves réussissent à l'école et d'autres pas? Le professeur utilise pourtant la même méthode pour tous. Simplement, la stratégie mentale des élèves est différente, et c'est cette différence qu'il faut découvrir. Anthony Robbins propose des méthodes pour identifier la syntaxe des autres. Pour connaître grossièrement la stratégie d'un interlocuteur, on peut observer d'abord son regard. La position des yeux va déterminer si on a affaire à un visuel, à un auditif ou un kinesthésique. En poussant un peu plus loin, on peut découvrir les modalités de cette personne. Un autre point important pour la découverte de la syntaxe d'un individu, c'est de le mettre dans un état mental associé au nôtre. Anthony Robbins nous donne quelques méthodes pour découvrir le fonctionnement de nos contemporains afin de mettre au point des méthodes de vente ou même une stratégie amoureuse. Il conclut ce chapitre en indiquant que la PNL est la physique nucléaire de l'esprit. La physique traite de la structure de la matière, la PNL de la structure de l'esprit. L'harmonie entre corps et esprit, la voie de l'excellence. La physiologie constitue une part essentielle de ce qu'Anthony Robbins appelle la boucle cybernétique. La physiologie est liée à la représentation interne de chaque individu. En modifiant votre physiologie, c'est-à-dire votre corps et sa manière d'être, vous modifiez votre état d'esprit. L'inverse est vrai. En poussant l'expérience à l'extrême, Anthony Robbins parvient à faire marcher sur un lit de braise des sujets qui ne pensaient pas pouvoir le faire. Il les incite fortement à faire comme s'ils en étaient capables, et cela fonctionne. Ainsi, certaines personnes nient la maladie et guérissent plus facilement que d'autres. Autre exemple de l'importance de l'influence de l'esprit sur le corps, la perte de poids. L'auteur explique qu'il pesait 134 kg pour 1m98 et que grâce à un régime équilibré, il est tombé à 119 kg et se porte très bien. Pour arriver à ce résultat, il préconise 7 principes de base. Mieux respirer pour éliminer les toxines, consommer des aliments riches en eau, fruits et légumes, savoir combiner ces aliments, éviter la viande associée aux pommes de terre, contrôler la quantité de nourriture, consommer les fruits l'estomac vide, en fin de repas ils fermentent, réduire les protéines, elles ne sont pas indispensables ou peuvent même être nuisibles, éliminer les apports supplémentaires en vitamines, les fruits et légumes en sont remplis. Afin d'en finir avec les addictions alimentaires, il propose d'utiliser la méthode décrite auparavant pour diriger son cerveau vers le but à atteindre grâce à la superposition des images. Savoir se fixer des objectifs précis pour les réaliser. À quoi bon avoir une idée si c'est pour ne rien en faire? Pour Maxwell Maltz, créateur de la psychocybernétique, quand on a à l'esprit un objectif précis, ce même esprit donne la force de l'atteindre. Sans but, l'esprit s'éparpille. En faisant l'inventaire de vos rêves, estimez les délais nécessaires pour les réaliser et associez-y des objectifs précis. Pour se fixer un objectif, on peut décomposer l'effort en paliers. Ils vous permettront de jauger de votre avancée. Puis, estimez les ressources dont vous disposez et identifiez des modèles pour reproduire les méthodes qui ont réussi. Vous gagnerez du temps. Dans la Bible déjà, il était écrit « Là où il n'y a pas de vision, les gens périssent ». Rudyard Kipling, écrivain à l'origine du livre de la jungle, comparait les mots à une drogue puissante. Un mot mal utilisé ou une phrase imprécise peut faire basculer une négociation. Dans une conversation, il n'est pas forcément utile de tout retenir. Il faut se concentrer sur ce qui est nécessaire. Pour obtenir une réponse satisfaisante à un projet, il faut formuler la demande avec détail et précision, s'adresser à la bonne personne, être convaincu et persévérant. Délivrons notre communication de la ouate, c'est-à-dire tous les mots imprécis, trop généraux, qu'Anthony Robbins appelle universaux, et qui masquent le véritable sujet de la communication. La sympathie, un moteur fiable du succès. Pour l'auteur, la sympathie est l'état qui permet d'entrer en communication avec l'autre et de lui faire sentir qu'on est en communication avec lui, en communion avec lui. On a vu précédemment que les autres sont indispensables pour réussir. La sympathie va permettre d'entrer en contact avec eux. La première méthode pour créer la sympathie est de trouver un interlocuteur qui vous ressemble.
Trop de différences peuvent créer une atmosphère intéressante mais empêchent la sympathie totale. Si l'on veut creuser plus loin dans notre relation, il faut rechercher les points communs. C'est ce que la PNL appelle l'effet miroir. La PNL insiste beaucoup sur l'imitation. Il s'agit d'imiter l'autre. On n'emploiera pas les mêmes mots s'il s'agit d'un visuel, d'un auditif ou d'un kinesthésique. L'interlocuteur nous répondra différemment en fonction de son système de représentation. Il faut se baser également sur la physiologie. Imiter les gestes de quelqu'un nous permet d'entrer plus facilement en contact avec lui. En reflétant l'autre, il ne faut pas oublier de rester impartial. Chacun reste ce qu'il est. Le fait de se ressembler peut rapprocher, mais il ne faut pas violer la personnalité de l'interlocuteur. Les métaprogrammes, outils de jugement et instruments de changement. Tous les humains ne réagissent pas de la même façon devant le même événement. Pour communiquer efficacement, il faut découvrir comment le cerveau réagit à une information. Cette façon de réagir, c'est un métaprogramme. Le premier métaprogramme régit la façon dont nous abordons une situation. Certains foncent, certains se détournent, certains cherchent le plaisir, et pour la douleur, la plupart s'en écartent. Le deuxième métaprogramme détermine les schémas internes ou externes de référence, c'est-à-dire la façon dont on envisage les choses. Sait-on qu'on a réussi parce qu'on a été récompensé ou parce qu'on est satisfait du résultat, même sans être reconnu? C'est la différence entre schéma interne et externe. Le troisième métaprogramme concerne notre relation aux autres et à nous-mêmes. Agit-on par intérêt personnel ou pour les autres? Il faut noter que la recherche d'un métaprogramme peut ne pas être suffisante. Il faut envisager l'état mental de notre interlocuteur grâce à son ton de voix, son attitude. Le quatrième métaprogramme répartit les individus entre ceux qui associent et ceux qui différencient. Certains humains repèrent tout de suite les similitudes entre les situations ou les objets et d'autres voient d'abord les différences. Il ne faudra pas utiliser le même langage avec les uns et avec les autres. Le dernier est très important. Métaprogramme est nommé par Anthony Robbins « possibilité contre nécessité ». Certaines personnes agissent par nécessité, elles prennent ce qu'on leur propose, que ce soit un travail, une voiture, etc. D'autres vont chercher dans les nouveautés ce qui leur convient le mieux. En bref, la recherche des métaprogrammes sert à distinguer chez nos interlocuteurs les différences et nous permet d'utiliser le bon code pour arriver à les persuader. Agir avec souplesse et briser les schémas, 2 clés pour convaincre. On a beaucoup évoqué l'imitation comme méthode de réussite. Il faut aussi utiliser la souplesse. La souplesse, c'est éventuellement changer d'opinion, mais c'est aussi diriger nos arguments sans utiliser de la force. C'est le principe des arts martiaux orientaux. Il faut également bannir certains mots. Si l'on dit « tu as raison, mais », le « mais » annule le début de la phrase. Remplaçons le « mais » par « et », c'est une idée intéressante, on peut l'envisager et on peut l'envisager autrement. Cela change tout et permet d'orienter l'interlocuteur vers notre façon de penser. Une autre façon d'amener nos interlocuteurs vers notre opinion est de briser les schémas. Si quelqu'un de déprimé vient se plaindre et geindre, nous pouvons l'accompagner, mais nous ne le sortirons pas de sa dépression. Il sera consolé temporairement, mais rien ne sera réglé. Il faut au contraire casser le schéma dépressif pour le faire réagir, quitte à paraître insensible. Finalement, casser les schémas et agir avec souplesse procède du même état d'esprit. On vient d'évoquer la recherche et la modification des schémas de nos interlocuteurs, mais il est indispensable de restructurer nos schémas personnels. Le sens de notre vie peut être changé par une modification de schéma. La plus simple des restructurations consiste à rechercher du positif dans un événement qui semble négatif. Il faut répertorier les avantages possibles que l'on peut découvrir dans cette situation et les utiliser pour améliorer notre façon d'agir. Anthony Robbins reconnaît qu'il est plus facile de casser les schémas d'autrui que de modifier nos schémas personnels. La restructuration est un outil vers la réussite, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Les points d'ancrage, découvrir les autres et soi-même. L'auteur nous propose d'utiliser les points d'ancrage pour nous mener à la réussite. Un point d'ancrage est un stimulus qui nous fait réagir d'une certaine façon chaque fois qu'on y est soumis. Il prend comme exemple le drapeau américain qui rappelle à tous les citoyens des États-Unis les valeurs de la nation. Ce n'est pas autre chose que la réaction du chien de Pavlov qui salivait en entendant la sonnette, signe qu'il allait être nourri. Toutefois, les points d'ancrage ne sont pas toujours positifs. Certains peuvent rappeler de mauvais souvenirs. Il faut donc faire un effort pour éliminer les ancres négatives et n'utiliser que les ancres positives afin d'augmenter notre énergie et de se comporter positivement. Pour qu'une machine fonctionne, tous ces éléments doivent marcher en harmonie. Il en est de même pour l'être humain. Chacun a un système de valeurs, c'est-à-dire l'ensemble de ce à quoi il croit et qu'il met au-dessus de tout. Beaucoup de ces valeurs nous ont été inculquées dans notre jeunesse et nous avons soit adopté, soit rejeté les valeurs familiales.
Il est évident qu'on ne peut réussir en écrasant nos valeurs fondamentales. Il est aussi important d'estimer celles de nos interlocuteurs. Anthony Robbins donne en détail une façon de déterminer la hiérarchie de nos propres valeurs et celle de nos partenaires, notamment grâce à la physiologie. La meilleure utilisation des valeurs est de les intégrer au métaprogramme et de les utiliser comme filtre. L'auteur cite Martin Luther King. Si un homme n'a pas découvert ce pourquoi il est prêt à mourir, il n'est pas fait pour vivre. Il existe 5 conditions au succès. Anthony Robbins reformule les instructions que la PNL nous fournit pour atteindre le succès. Mais en dehors de ces 5 conditions, il insiste sur le fait qu'il faut demander beaucoup, condition nécessaire pour obtenir beaucoup. La première condition est de maîtriser la frustration. Cette frustration peut transformer le négatif en positif. La PNL nous apprend à transformer le stress en capacité. La deuxième condition est de savoir tirer parti d'un refus. On a dit plus haut qu'un échec a toujours un côté positif, l'essentiel est de pouvoir diriger son cerveau pour optimiser un refus. La troisième condition est la maîtrise des pressions financières. Quel que soit notre niveau de richesse, l'auteur préconise de donner 10% de nos revenus à des œuvres ou à des personnes qui en ont besoin. Il prend l'exemple d'un champ. Si on n'y sème pas de graines, il restera stérile. La quatrième condition est de ne jamais se laisser aller à la complaisance. Si vous avez réussi, allez toujours plus loin pour continuer à progresser. C'est vous qui devez fixer vos objectifs, et non votre environnement. La cinquième condition se rapproche de la condition essentielle qu'on a évoquée. Il faut demander beaucoup, mais aussi donner beaucoup, puisque vous n'espérez plus que vous n'espérez recevoir. La réussite n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. Rappelons-nous que ceux qui savent persuader dirigent le monde. Le pouvoir de la persuasion est énorme. Quand on envisage la puissance de la publicité pour les cigarettes, on est sidéré. La publicité arrive à persuader des millions de gens de s'intoxiquer et de se rendre dépendants du tabac juste pour se sentir plus assurés à leur rapport aux autres. Pourquoi la jeunesse américaine est-elle partie faire la Première Guerre mondiale avec enthousiasme et par contre elle était très réticente pour la guerre au Vietnam? Parce que la télévision amenait dans chaque foyer l'image de cette guerre atroce et que chacun était conscient de son horreur. Les nouvelles technologies sont dans ce domaine redoutables. Il faut les utiliser à bon escient et orienter la persuasion qu'elles diffusent dans un sens positif. Grâce à la PNL, chacun peut filtrer les informations reçues et ne conserver que le positif. En conclusion, vivre sa réussite, tel est le défi que l'auteur a lancé en détaillant dans son livre les méthodes de la PNL. Il nous adresse un message. Agissez, prenez les choses en main, lancez-vous dans la course, gagnez du temps en suivant des exemples, mais restez maître de la situation. C'est vous-même, en agissant sur votre état d'esprit, qui allez pouvoir changer votre façon de vivre. Le pouvoir appartient à celui qui communique, celui qui sait s'adapter, celui qui sait évoluer. Agissez en équipe, mais votre but doit être de mener cette équipe. Ce livre est une méthode de vie et aussi une leçon d'espoir pour se sortir des situations difficiles. Ce qu'il faut retenir de ce résumé. Réussir, c'est devenir plus efficace. C'est l'état d'esprit qui change tout. Les 7 croyances créatrices. Le cerveau peut se diriger. L'harmonie entre le corps et l'esprit, la voie de l'excellence. Savoir se fixer des objectifs précis. La sympathie, moteur du succès. Les métaprogrammes, outils de jugement et instruments de changement. Agir avec souplesse et briser les schémas, 2 clés pour convaincre. Les points d'ancrage, découvrir les autres et soi-même. Les 5 conditions du succès. Donc ce livre Pouvoir illimité de Tony Robbins, c'est un gros pavé, hein. Il a tout inclus dedans, mais pour moi, ça paraît évident qu'en maîtrisant les bases de la PNL et l'autosuggestion, enfin tout ce qu'il suggère dans le livre, c'est quasiment un chemin obligatoire pour aujourd'hui pour atteindre la réussite, la richesse. Voilà, c'est en ça que ce livre est pour moi très utile dans le chemin vers l'indépendance financière. Ça c'est clair. Juste en dessous de la vidéo, vous retrouverez le lien du livre et vous trouverez aussi le lien de mon site si vous êtes intéressé par plus d'informations sur la réussite en général. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.